Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Chloé. Salut, Bonjour Chloé, salut David, ça va? ça va et toi? Super. Chloé, notre experte EDC, Everyday Caring. On va en parler un tout petit peu plus en détail dans un instant. Et aujourd'hui, Chloé se prête à un jeu. Chloé débute la randonnée et elle va vider son sac et on va voir ce qu'elle a choisi comme matériel. Et avec mon expérience de recul du terrain que j'ai aujourd'hui, je vais me permettre d'y mettre quelques suggestions. Alors qui es-tu Chloé? Exactement. Du coup, je m'appelle Chloé, ça tu l'as déjà dit. Il y a un an, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle 50 nuances de DC et sur laquelle je partage donc ma passion de l'EDC. L'EDC, c'est quoi? C'est grosso modo tout ce que tu as dans tes poches et dans ton sac au quotidien. Donc, dans mon cas, ça va être déjà mon téléphone. Généralement, tu as un trousseau de clés, Ouais. un portefeuille, et puis, on va dire un petit peu le cœur de moi, ce qui m'intéresse. On a un couteau, une lampe, généralement de quoi recharger ton téléphone, éventuellement un petit kit soins, bobologie, etc. Ouais. Donc, Ça tombe bien, ça nous intéresse beaucoup en rando aussi, tout ça. exactement, Ouais. c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Et c'est vrai. Et du coup, sur ma chaîne, je fais beaucoup de présentations matérielles. Donc, c'est vraiment le cœur de la chaîne. Ouais. Principalement des couteaux, des lampes, des multitools. Il va venir également des systèmes d'emport, des pochettes, les sacs à dos, vraiment plus axés dans un milieu urbain. Donc là, c'est là qu'on va vraiment se compléter. Donc je vais me prêter au jeu du vidage de sac en randonnée. Superbe. En randonnée, je débute, comme tu l'as dit. Ouais. Donc ça va être l'occasion pour moi de m'enrichir de tes conseils. Ouais. Tu vas m'apporter 2-3 trucs que je connais pas, des erreurs que j'aurais pu faire avec le matériel, sachant que je sais que tout n'est pas parfait. Je sais que par exemple, j'en porte trop, on porte aussi ses peurs, on porte aussi son inexpérience, je C'est une pense. grande question, ouais. Donc, tu vas me dire un peu les trucs qui servent à rien, même si j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Donc comme ça, je serai sûre que je pourrai les virer. Donc écoute, c'est parti. Vous trouverez dans la description de la vidéo, juste en dessous, l'accès à la chaîne de Chloé. Et je vous invite à vous abonner pour trouver beaucoup plus de détails sur le matériel et une deuxième vidéo, parce qu'on va se retrouver sur ta chaîne pour parler un petit peu de DC en confrontant le DC du quotidien à le DC en randonnée. Exactement. Super. Allez, c'est parti. Tu peux vider ton sac. Est-ce qu'on commencerait pas d'abord avec ce que j'ai au pied? Excellente idée. Le principal, je pense, en randonnée, c'est d'être confortable dans ses baskets. Ouais. Pour ma part, c'est hyper important parce que j'avais eu un problème au niveau des genoux. Donc c'est quelque chose de super important de bien garder une bonne santé à ce niveau-là. Donc je suis partie sur celle-là. C'est le modèle, je sais plus quoi. Oh, ce sont C'est les Trek certainement 500, non? les Trek 500 qui échouent chez Decathlon. Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Donc ces chaussures, pour moi, elles ont l'avantage, dans un premier temps, d'être hyper confortables. Donc ça me permet de ne pas avoir mal aux pieds en fin de journée, de ne pas me blesser les pieds, type ongles incarnés, etc. J'ai les pieds Ouais. assez larges, donc Ouais. elles me permettent de bien être confortable à ce niveau-là. Elles sont également résistantes à l'eau. Alors ça, c'est un avantage comme un inconvénient. Je peux traverser des flaques où il peut pleuvoir, il faut vraiment beaucoup en avoir pour que j'ai les pieds trempés. Ouais, ouais. Par contre, le problème, ça va être au niveau de la transpiration qui s'évacue pas, voire vraiment pas du tout. Ouais. Donc, quand il fait chaud, je prends une deuxième paire de chaussettes pour changer à la mi-journée, avoir une paire de chaussettes qui sèchent, histoire d'avoir toujours les pieds à peu près au sec, parce que je suis très sensible au niveau des ampoules. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important de faire attention à ce niveau-là. Elles sont également assez renforcées sur le devant, Ouais, ce ouais. qui fait que si je bute sur des cailloux, ça évite de me faire mal aux orteils. J'ai aussi assez facilement des ongles incarnés, et du coup ça peut très vite faire mal quand on bute sur des cailloux ou quoi. Bien sûr, Donc je trouve ça plutôt confortable. bien sûr. Puis après, lacets, elles sont montantes. Comme je suis débutante, ça me semble être la meilleure option. Comme ma cheville est pas faite, etc., pour éviter de me la tordre, de me blesser, ça me semble être une bonne option également pour protéger mes genoux des gros impacts. Donc voilà, au niveau confort, pour moi, on est très bien. Pour l'instant, ça me convient. Quand j'aurai plus d'expérience, évidemment, comme tout le reste du matos, j'exclus pas de changer plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui me semble correspondre à mes besoins. Très bien. Effectivement, tu as dit plein de trucs super importants, Chloé. Quand on est débutant en randonnée, effectivement, je conseille toujours à nos amis débutants de partir sur de la chaussure montante ou de la chaussure mid pour être précis. Et ça permet effectivement d'avoir une bonne protection de la cheville pour ne pas se la blesser.
Effectivement, la Trek 500 de chez Decathlon, elle a une qualité tout à fait convenable en termes de chaussures. En termes rapport qualité-prix, c'est excellent en fait. Ouais. Hein. On est sur à peu près 66 euros, je crois. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tu as une membrane waterproof. Ouais. Et ça, tu as touché à la grande question. Le grand choix de la randonnée, entre la peste et le choléra, on va dire, c'est mouiller avec l'eau du ciel ou mouiller avec l'eau de sa propre sueur. J'exagère un petit peu, mais ça y ressemble quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'une membrane waterproof fait que quand tu marches dans les flaques ou quand il pleut, tes pieds restent au sec. Par contre, effectivement, par journée chaude, la sueur à l'intérieur, ça commence à faire, bien sûr. Après, dans le monde de la randonnée, quand tu pars faire de petites randonnées à la journée ou sur 2 jours, où tu ne pars que s'il fait beau, ça te suffit, effectivement. Et tu peux peut-être même un peu regretter de te dire j'aurais pu en prendre des moins chaudes. Mais quand tu vas affronter les premières averses, voire le premier orage, qui est toujours un grand moment pour les randonneurs et les randonneuses, je pense que tu seras content de ton choix d'être sur de la waterproof. Ouais, certainement. Ouais. Parce que là, ça va faire la différence. Excellent. Et effectivement, on porte ses peurs en randonnée, ça c'est un grand principe. Et généralement, quand on débute, je pense que vous êtes tous passés par là également les amis, on a tendance à prendre plus, voire trop. Et au fur et à mesure du temps, on a conscience qu'en fait tout ça, c'est beaucoup de poids, qu'on pourrait s'alléger un petit peu. Et typiquement, on peut, avec l'expérience, redescendre sur de la chaussure basse, réalléger le sac en enlevant toutes ces petites choses par expérience qu'on sait qu'ils ne nous serviront plus. Exactement. Superbe. On continue avec les bâtons? On continue avec les bâtons. Toujours dans l'optique du coup, principalement de préserver mes genoux, j'ai investi dans des bâtons de marche. Ceux-là me semblent être pas mal parce que donc ils sont facilement réglables. Je peux aussi facilement les replier pour les ranger derrière le sac à dos et pas m'en encombrer. Ils ont aussi cette espèce de mitaine pour les garder en main, ce que je trouve assez pratique. Donc il y a un petit scratch. Et ici, avec le pression, on va juste retirer, désolidariser la mitaine du bâton. Donc pour attraper un truc, après pour manger, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable. Là, pareil, par contre, quand il fait vraiment chaud et qu'on transpire dessous, surtout que c'est noir, je pense que c'est pas le meilleur choix du monde de la part de la marque parce qu'on va vite transpirer dessous. Et avec les frottements, ici entre les doigts et ici au niveau particulièrement du brassard, le reste ça va parce que pour ma part c'est assez large. Ça a tendance à faire des petites irritations. Du coup, dès que je peux les enlever, si je fais une pause, je les enlève. Mais par exemple, si dans une montée, j'ai mon lacet qui se défait, j'ai pas besoin de tout descratcher, juste j'enlève ça. Ça me paraît être assez pratique. Là encore, j'exclus pas de changer à l'avenir. Et j'ai vraiment senti la différence, particulièrement dans les descentes, au niveau du choc articulaire sur mes genoux. Ah oui. Surtout qu'il me semble, Chloé, que tu as une certaine sensibilité aux genoux. Ouais, exactement. C'est important pour toi de les préserver. Effectivement, les bâtons, tu as tout dit. Les bâtons, les amis, c'est 30% de répercussion des chocs articulaires sur les membres supérieurs ou des membres inférieurs. Donc ça fait 30% de choc en moins sur les genoux. Ça fait une grosse différence, et typiquement dans la descente. Une petite remarque, ce sont des bâtons de marche nordique que tu as. Ouais. D'où effectivement cette structure avec la dragonne qui te prend particulièrement bien la main afin d'optimiser un maximum l'effort des membres supérieurs sur la marche. C'est très bien. On fait le tour du sac? Allez. Alors le sac, c'est un vieux sac de chez Decathlon, c'est un Fort Class, c'est un 40 litres. Je crois qu'actuellement ils sont plus produits ceux-là. Ce que j'aime bien avec ce sac, ça va être au niveau de l'harnachement entre guillemets. Donc les bretelles, je les trouve assez confortables. Pareil pour la ceinture ventrale. Ceinture ventrale. Elle est vraiment bien adaptée pour moi, malgré le fait que ce soit un sac homme, donc j'avais un peu peur là-dessus. Je sens vraiment que je porte le poids avec mes hanches et ça me soulage les épaules et les vertèbres, donc c'est vraiment important. J'aime beaucoup ce sac pour ça. Par contre, au niveau du dos, il n'est pas du tout matelassé, il est même un peu dur, donc c'est pas ce qu'il y a de plus confort. Et là encore, d'un point de vue transpiration, c'est pas hyper optimisé. Dès qu'il fait un peu chaud ou que je fais un peu d'effort, c'est clair qu'au niveau du dos, dès que tu enlèves le sac, et ben t'es trempe quoi. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Eh bien c'est la lanière pectorale. Donc la lanière pectorale, je te remercie. Elle est réglable en hauteur. C'est assez pratique, mais pour une morphologie féminine, en fait, c'est pas hyper adapté. Parce que généralement, ça m'arrive sur la poitrine, donc bah, ça fait mal. Et c'est pas confortable, et du coup, le poids, il
il n'est pas hyper bien réparti. Ouais. Après, je suis pas très grande, donc ça se trouve sur une femme plus grande, ça correspondra mieux. Personnellement, cette lanière-là, la moitié du temps, je la mets pas. Ah oui, d'accord. C'est peut-être aussi dû, comme tu l'as pressenti, au fait que c'est un sac homme. Ouais. Parce qu'effectivement, sur les sacs femmes, les concepteurs prennent bien soin, en général, beaucoup de constructeurs prennent soin d'avoir une grande amplitude de réglage pour pouvoir passer les sangles sous ou sur la poitrine, mais surtout pas que ça arrive au niveau des seins. Là, Ouais. effectivement, c'est douloureux. C'est vraiment C'est pas ça. agréable. Ça tombe un peu mal. Et ben ouais. Sur l'extérieur du sac, j'ai donc dans un premier temps une petite lampe. J'ai pas de frontale. Je sais que toi, David, tu es sur les frontales Ah pour oui. avoir les mains libres. Moi, j'ai les mains libres, mais pas un autre moyen. Donc cette petite lampe là, c'est la Niker Thumb, qui est pas mal parce qu'on a ici une lampe rouge. Donc pour se signaler, la mettre derrière, je trouve ça assez intéressant. Et aussi parce qu'en fait, j'aime pas porter une frontale. Je trouve les bandeaux désagréables, je m'y suis jamais fait. Donc ça sert à rien de chercher des excuses, je sais que c'est pour ça. Et là, du coup, comme elle est orientable, donc je peux la prendre soit comme une lampe torche à la main, soit garder les mains libres, l'allumer, et là ça éclaire à la fois devant moi et un petit peu le sol, donc je m'entrave pas. D'un point de vue sécurité, je trouve ça pas mal. Quand le soir j'accroche mon hamac, tout simplement je la décroche du sac et je vais la mettre au niveau du col de mon t-shirt. Ouais. Ça va me permettre d'éclairer vraiment comme si, ou quasiment comme si j'avais une frontale, sans avoir ce bandeau que je trouve désagréable. Donc elle est assez légère, elle est rechargeable via micro USB. C'est un bon point aussi pour moi. Je prends juste une powerbank pour les randos parce que je pars pas assez longtemps pour avoir besoin de plus. Oui, oui. Donc pour moi cette lampe c'est un bon compromis entre la puissance, la compacité et la praticité due à sa polyvalence, les systèmes d'accroche, etc. Superbe. On commence par la poche du dessus. Allez. Allez-y. Alors au niveau de la poche du dessus, dans un premier temps c'est mon kit Bobologie. C'est une pochette Maxpédition. Toujours à portée de main, parfait. C'est ça. Alors je t'avoue qu'il n'est pas très optimisé pour la rando. En fait c'est mon kit EDC que j'ai toujours dans mon sac. J'ai tendance à l'adapter quand je pars en rando, je mets plus de pansements pour les ampoules, etc. Après, comme généralement je fais des randos une journée, à la limite 2 jours si je fais un petit bivouac et pas des randos très longues, très poussées, etc. Je veux pas m'encombrer d'un kit bobo très poussé qui me servirait pas. Je le détaille peut-être pas, j'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne. On saura y retrouver. Donc, kit bobo dans un premier temps. Ensuite, les cartes. Voilà. Tout simplement, jamais sans. Après, c'est là que je vais mettre mon câble et mon powerbank. Ah, le pack électrique. C'est ça, bien obligé de s'encombrer un petit peu avec ça. Bien sûr. Si je le retrouve parce que la poche est grande, hop. Donc on est sur un powerbank qui fait 10 000 mAh. Ouais. Donc on est quand même vraiment pas mal. 1000 mAh, ça te fait 2, 3, 4 charges, 3-4 charges ouais, de portable. 3-4 charges de téléphone. Ouais. Plus comme ma lampe se charge avec, c'est vraiment pas mal. Ce que je fais, c'est que donc j'ai un câble pour mon téléphone qui est en USB-C et un câble pour la lampe qui est en micro USB classique. Là j'ai pris 2 câbles parce que c'était plus pratique. Généralement quand je pars en rando, je prends juste le câble micro USB, donc pour la lampe, et dessus j'ai un tout petit adaptateur qui adapte le micro USB en USB-C. Ça m'évite d'avoir 2 câbles. Donc ça prend un peu moins de place. Exactement. Et oui. Bon, tu vas voir que je m'encombre d'autres trucs inutiles derrière. Te réjouis pas trop vite. Alors ensuite sur le dessus, du PQ dans un sac étanche ou à peu près. Excellente idée, Chloé. Forcément accessible. De quoi se laver les mains. Je privilégie autant que je peux un petit peu d'eau avec du savon. Parce que déjà je trouve ça plus agréable. C'est moins agressif pour les mains. Et oui. Parce que ça, t'as une coupure, ça te fait super mal, ça assèche les mains. Je trouve ça vraiment agressif, c'est pas ce que je préfère. Après, c'est vrai que j'aime bien cueillir des fois des plantes, regarder un peu ce que c'est, etc. Avant de manger, j'aime bien être sûre que je risque pas de m'empoisonner avec un truc que j'ai touché avant. Donc je prends ça. Je peux me laver les mains avec du savon si j'ai assez d'eau, du savon sur moi, etc. Mais je l'ai quand même ici au cas où. Ensuite, toujours sur le dessus, c'est la partie un peu luxe, c'est un roll-on pour apaiser les piqûres de moustiques.
je me fais dévorer, c'est une horreur. Et d'ailleurs, j'ai pas de moustiquaire, donc ça se comprend un peu. Et je l'ai depuis que je m'étais fait piquer par un moustique au niveau de la malléole. Et du coup, quand tu marches, À chaque pas, c'est ça la gratte, atroce, elle c'est enfle. ça. Ah, c'est terrible ça. Et du coup, j'avais pris ça et ça marche vraiment pas mal. Et du coup, je le laisse sur le dessus pour en remettre un peu de temps en temps au lieu de se gratter et de se faire saigner. Ouais. Donc bon, c'est un peu le côté luxe, je pourrais m'en passer. Mais j'avoue que c'est quand même un petit confort. Ah, les moustiques, grande question. En plus, ils adorent piquer là où il y a du sang. Typiquement pour les randonneurs, ils piquent au niveau des pieds, des mollets, là où c'est bien gorgé de sang. C'est ça. Sur le dessus, pochette étanche pour mon téléphone. Ah oui. Une petite averse, de la poussière, etc. Toujours bien de le protéger. Le téléphone, je considère que c'est avant tout un moyen de sécurité, particulièrement en rando. Bien sûr. Si je me blesse ou quoi, c'est vraiment la partie communication qui est importante. Prendre des photos s'il pleut, franchement, ça, je m'en fous, je le mets juste au fond de mon sac. Mais pour la partie sécurité, même au niveau de l'orientation, c'est vrai que ça me permet d'avoir les cartes, même sous la pluie. Donc la pochette étanche, je m'en sépare plus. C'est tout pour la poche du haut. Rapidement accessible, toujours à portée de main. Exactement. Tu parlais tout à l'heure, Chloé, de ça qui te fait beaucoup suer du dos. Oui. C'est une grande question effectivement pour les randonneurs. Et typiquement, il y a plusieurs systèmes d'aération, on va dire, dorsale que les équipes de Decathlon ont mis en place. Et typiquement sur leurs petits sacs jusqu'à 30-40 litres, c'est un système, il y a un petit peu de rembourrage pour effectivement avoir un certain confort sur le port à la ceinture ventrale, hein, qui porte 80% du poids de sac, et au-dessus pour protéger les épaules. Mais effectivement, en termes d'aération, il n'y a rien qui est prévu. Il est censé avoir un coussin d'air entre l'épaisseur du rembourrage et le derrière, mais ça ne marche vraiment pas très bien. Sur leur sac de gamme EasyFit, donc on part à partir de 50 litres, 50 à 70 litres, on a inventé ce système, Decathlon a inventé ce système. Alors, il y en existe d'autres bien sûr, il n'y a pas que Decathlon qui sait faire ça, mais qui va être beaucoup plus puissant. Et si tu veux, tu as un mesh et derrière comme un fond de boîte d'œufs en plastique, ce qui permet d'avoir effectivement tout le temps un volume d'air et une circulation d'air. On sue moins. C'est un gros sueur qui te dit ça. Quand je suis passé de mes petites randonnées au début à un sac spécifiquement au moins de 50 litres pour la randonnée avec un système correct, ça a fait toute la différence. Ouais, d'accord. En termes de confort de sudation. Je passe sur le devant? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, sur le devant, il y a cette poche-là qui est extensible. Ah. Oui. J'ai dans un premier temps un buff, c'est les gros, je crois que c'est les plus gros, il est super épais, Ah oui. en laine mérino. Ah. Alors il est super doux, c'est anti-odeur il me semble la laine de mérino, Ah, donc extraordinaire. c'est vraiment top. Par contre il est pas très long, il est du coup bien moins long que ceux qui sont plus fins, du coup pour le mettre en bonnet etc, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ouais. Par contre autour du cou, le matin quand il fait un peu froid ou la nuit dans le sac de couchage j'aime bien l'avoir autour du cou en plus. C'est vrai que froid à la nuque c'est impossible de dormir avec, personnellement j'y arrive pas. Donc le buff en laine de mérino pour moi c'est devenu un indispensable, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui est vraiment qualitatif. Ensuite dans cette pochette là, j'ai un kawaii, pareil facilement accessible. J'ai pensé à un poncho, ça serait sûrement plus optimal parce qu'il me semble que le poncho peut couvrir aussi le sac. Exactement. C'est pas le cas du kawaii. Il se trouve que en fait c'est juste un investissement que j'ai pas fait et qui est prévu parce que je voulais pas tout investir en même temps, surtout en étant débutante. Donc pour l'instant j'ai pris ce que j'avais et je suis sur un petit kawaii. Ça marche. Effectivement, quand on débute, allez-y les investissements progressivement, c'est une excellente idée. Et puis quand tu passeras au poncho, ça te permettra de cacher et Chloé et le sac en même temps sous un seul vêtement. Ouais. Parce que là typiquement s'il pleut un peu fort, c'est mort. Il prend l'eau quoi. C'est ça. Et ouais. Ensuite, dernier truc que j'ai devant, j'ai des tongs. Magnifique. C'est parce que la journée, après, tu te moques. Oh non. Le soir, mais non, mais c'est vrai, avec la chaleur, la marche et tout, j'ai rapidement les pieds qui gonflent. Et je trouve ça inconfortable d'être enfermée dans les chaussures de randonnée, même si je les adore et qu'elles me vont très bien. Ouais. C'est vrai que le soir, tu te fais à manger et tout, mais j'ai pas envie non plus de me faire mal sur les cailloux. Donc quand je peux être pieds nus, je suis pieds nus. Et si je vois que le terrain m'inspire pas trop confiance, je pars sur des tongs. Et ouais, la grande question, hein, confort, poids, le curseur est très personnel.
si tu assumes, et de toute façon, à un moment donné, tu assumes de porter quelques grammes en plus pour avoir ton petit confort, c'est très, très, très personnel. C'est ça. Moi, je n'accepte pas de porter des grammes de confort en plus, donc je n'aurai pas ce genre d'outil. Mais chacun met le curseur là où il veut. Ça viendra certainement avec l'habitude. Et puis on verra dans l'avenir. Je pense que si je regarde cette vidéo dans 2-3 ans, quand je serai plus expérimentée, je me dirai putain, Qu'est-ce t'avais que je pris des prenais tongs, sérieusement? Qu'est-ce que je prenais à l'époque? C'est ça. De ce côté-là, donc à gauche, je place ma bouteille. Ici, c'est ma bouteille d'EDC, c'est ma clean cantine que je prends généralement pas en randonnée parce que je la trouve un peu lourde pour rien et que le côté bouillir de l'eau dans de la luge, je m'en sers pas parce que j'ai un quart à côté. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille en plastique type Coca, des trucs comme ça, parce que j'ai le filtre qui s'adapte dessus. Ah, Et ben, on voit le niveau, c'est plus léger, donc oui. personnellement, je préfère. De l'autre côté, aujourd'hui, j'ai rien, parce que du coup, j'ai pas pris ma nourriture. Mais c'est vrai que généralement, c'est là que je mets un peu de bouffe, le sandwich, etc. C'est vrai que les poches comme ça de l'extérieur, elles payent pas de mine, mais au final, elles sont assez grandes. Donc on peut en mettre. Dernier truc que j'avais pas dit, il me semble, là à l'extérieur on a une petite poche. C'est là que je pourrais mettre le portefeuille ou des petits pansements par exemple. Sauf qu'elle est super dure à ouvrir. Je pense que la fermeture est à moitié pétée ou quoi. Et vraiment c'est une galère sans nom à ouvrir. Donc je mets rien dedans parce que si c'est du matériel d'urgence, stress ou quoi, je veux l'ouvrir vite, bah en fait j'y arrive pas. Du coup je préfère l'avoir au-dessus, quitte à basculer mon sac. Par contre, ce que je mets, c'est un sifflet d'urgence. Bon, il fait plein de trucs, mais Sifflet thermomètre. je m'en fous un peu. Oui, C'est ça, hein? c'est ça, sifflet thermomètre. Fut un temps, il y avait une boussole Ah oui. qui marchait pas et qui est tombée après. C'est de la grande qualité. Et une loupe qui ne servent jamais à grand chose. Mais pareil, je l'avais, j'ai pas voulu changer de sifflet. Oui, alors que on bon, fait avec ce qu'on a. c'est pas la bien. priorité. Le sifflet marche bien. En termes En de cas sécurité, d'urgence. notamment en montagne, c'est très très bien de toujours avoir un sifflet sur soi. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu le garder accessible. Ouais. Surtout qu'il est juste accroché par un mousqueton. Ouais, ouais. Donc voilà, on a fait le tour de l'extérieur. On va passer à l'intérieur du coup. Allez, c'est parti. Allez, où? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Alors à l'intérieur, en plus de la bouteille, généralement la bouteille, je prends à peu près une 500 ml. Donc c'est pas très grand. J'ai un camelback que je garde contre mon dos. Il fait 1,5 litre. Donc pour une randonnée d'une journée, ça me suffit très largement. Donc tu montes à 2 litres d'eau quand tu pars. C'est ça. Voilà. Après, je suis toujours sur des petites randonnées d'une journée, maximum 2 journées si je fais un bivouac entre les deux. Donc pour l'instant, ça me suffit amplement. Surtout que je randonne à côté de l'Allier. Donc si je veux remplir mon eau, j'ai juste à la filtrer, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc le camel pour l'eau. Au niveau du couchage, j'ai un tarp. Donc c'est le Tarp Trek 900 de Decathlon. Lui, je trouve vraiment pas mal. Il y a les piquets à l'intérieur. Je les ai tous encore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par enlever les piquets qui servent pas pour gagner du poids et qui se taillent les piquets. Bon, pour l'instant, j'ai encore tous mes piquets. Il y a les sangles d'attache avec, qui sont très fines. En plus, elles ont un espèce de revêtement. Dès qu'il y a de la lumière la nuit, ça brille comme les gilets jaunes. Donc c'est vraiment cool, tu t'entraves pas dedans dès que tu as ta frontale, c'est top. Ah oui, donc quand tu te lèves pour faire pipi, tu shootes pas dans la sangle du tarp. Exactement, tu te retrouves pas à 3 h du matin à devoir tout rafistoler parce que tu t'es entravé dedans. Donc c'est vraiment pratique. Il est pas immense, il fait 2,85 m par 2,40 m. Moi ça me suffit largement, je le monte avec les piquets de tente si je dors juste sous le tarp ou simplement entre 2 arbres si je suis en hamac. On a dormi à 2 dessous, sans problème, tu as la place pour être à 2. Avec les matelas, mettre les sacs aussi à l'abri. Donc il y en a qui prennent des 3 mètres par 4 mètres et compagnie. Moi personnellement ça me suffit très largement. Donc il tient vraiment bien sous la pluie. Je l'ai testé aussi et ça me paraît pour l'instant très convenable. Superbe. Ça c'est pas vraiment prévu d'en changer pour l'instant. Après niveau couchage toujours, j'ai mon matelas. Je suis sur un matelas gonflable. Il me semble que c'est pas le plus léger. Je crois que les matelas comme les tiens sont plus légers. Ah oui. Bah là encore confort. La grande question confort poids, un matelas mousse comme le mien,
Il va peser, c'est une misère, je sais plus si c'est 100, 150 grammes, même pas. Mm. On est des trucs qui sont beaucoup plus légers. Par contre, je n'ai que 7 mm de mousse, là où tu vas avoir ton coussin d'air, donc un confort quand même C'est ça. supérieur. Hein. Ouais, mais je suis sur 510 grammes. Tu es sur 500 grammes. Donc c'est vrai que pour des longues randonnées, c'est sûrement pas le truc optimal. Là encore, pour une nuit et 2 jours de marche à mon rythme, pour l'instant, ça me convient très bien. Surtout, je voulais prendre un gonflable et pas un roulant, parce que dans le hamac, en fait, le matelas à rouler, je trouvais ça vraiment pas confortable, ça remonte et tout. Et que du coup, celui-là, je le trouvais vraiment plus pratique. Dans le hamac, je prends un matelas pour éviter les entrées d'air par le dessous, au niveau du dos et des fesses, parce que ça refroidit vraiment, c'est une horreur. Bien sûr. Surtout que le sac de couchage est écrasé. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est souvent la grosse surprise hein, quand on commence à faire le bivouac en hamac. C'est-à-dire que le gros problème de la température, c'est pas le fait d'être dans un hamac avec l'air qui passe autour de nous. Le gros problème, c'est celui qui passe en dessous de nous. Et effectivement, toute l'isolation thermique de ton sac de couchage est aplatie, donc il n'y a plus rien qui te protège le dos. Et sans tapis de sol, effectivement, le gros problème du hamac, en fait, eh ben, c'est la température au niveau du dos. Ça, c'est grand classique. C'est ça. Donc celui-là, il se gonfle rapidement. Ouais. Donc pour moi, c'est plutôt un bon point. J'ai pas envie de passer un quart d'heure à gonfler mon matelas. Alors ensuite, j'ai un kit, un peu un kit à tout faire. C'est mon kit de rando. Le kit de rando. C'est ça, que je prends dans mon sac, par exemple, si j'ai une rando qui est imprévue. Je sais que plutôt que de préparer mon sac avec 15 000 trucs, je mets grosso modo une bouteille d'eau et ça, je sais que j'ai le minimum. Ça, typiquement, c'est le genre de truc que je regarderai dans 2-3 ans et je me dirais pourquoi tu l'as pris, c'était du poids pour rien, mais là tout de suite, j'arrive pas à m'en séparer. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'en ai fait une présentation complète sur ma chaîne. Je pourrais largement faire sans, je le sais. Vas-y, ouais. Voilà, d'accord. Oui, on est d'accord, c'est du poids pour rien. Ça pèse son petit poids. J'ose pas le peser, très honnêtement. Ah ouais? Ouais. Bon. Je sais que le jour où je le pèse, il sort du sac. Ça, c'est une certitude, mais j'en suis consciente. C'est bien, c'est bien. Ensuite, j'ai la partie pour me faire à manger et à boire. Donc, ça commence à être l'heure de bouffer, ça tombe bien quand on parle de ça. C'est ça, je commence à avoir faim. Ouais, 9h57, l'heure de manger, c'est tôt chez toi. Donc, j'aime bien manger chaud. Donc, je pars sur un système avec un réchaud. Donc, j'ai un car qui a commencé à vivre un peu. Une petite cartouche de gaz. Ouais. Un réchaud, c'est un MSR qui se plie. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, pour manger, une cuillère en bois que je me suis fait. Ah, magnifique. Donc très sympa, en plus c'est tout léger. Je peux me permettre? Vas-y. Les outils faits main en matériaux nobles, c'est toujours un grand plaisir. Ouais, toujours. Ouais, superbe. Donc hyper agréable, t'es dans la forêt sur ton hamac, manger avec ça, c'est vrai que c'est... Il y a le plaisir, c'est enfin un beau ton sur ton. T'es dans ton élément. Magnifique. Pour l'eau, j'ai le même fil que toi. Oui. C'est le Sawyer Mini. Ouais, nos amis le connaissent, on a fait une vidéo ensemble il n'y a pas longtemps, justement un retour d'expérience complet sur le Sawyer et toutes ses qualités. Ensuite, j'ai une petite pochette avec des vêtements. Donc généralement, j'ai 2 paires de chaussettes. Une paire de chaussettes, la même que celle-là, qui sont d'ailleurs bien dégueu, qui sont des chaussettes de rando avec renforcées au point où il y a des ampoules. Donc je les change à la mi-journée parce que comme mes chaussures évacuent mal la transpiration, ça m'évite un peu de macérer dans ma transpiration, de me choper des ampoules, des mycoses, des trucs pas nets. Du coup, généralement à la pause de midi, je change de chaussettes et celles-là, je les mets à sécher sur mon sac à dos. Plus j'ai une paire de grosses chaussettes pour la nuit, pour avoir bien chaud aux pieds. Et c'est ça, avoir des chaussettes bien grosses et puis surtout sèches, être sûr à 100% d'avoir des chaussettes sèches. J'ai un short si je ne l'ai pas sur moi, et si sur moi j'ai un pantalon, bah c'est le short qui est dans le sac ou vice versa. Après, si j'ai juste le short sur moi et que je pars juste à la journée, je prends pas le pantalon, j'en ai pas besoin. Si je fais un bivouac, je rajoute un legging en laine de mérino parce que ça tient vachement chaud et puis c'est assez fin à porter, même dans le sac de couchage, c'est agréable. Et oui. Donc ça va là-dedans aussi. Il faudrait que j'investisse dans un pantalon qui se zip en short. Ça, c'est super. Ça serait le plus pratique, je pense. Ça fait 2 en 1, un coup de fermeture éclair, t'es en short, en pantalon. Et tant qu'on parle de vêtements, donc en plus de ce que t'as dans le sac, sur toi, avec quoi tu pars? Alors généralement, si je prends pas le short,
Niveau pantalon, à moins qu'il fasse froid, je prends ce pantalon là. Un petit legging? Ouais, c'est Ouais. ça, juste un legging de sport. Ouais. Après, juste, il s'accroche vite dès qu'il y a des ronces, des trucs comme ça. Ouais. En haut, généralement, je prends un débardeur qui est en coton parce que j'ai pas de débardeur synthétique. Ah ouais. Ça sera un investissement à faire. Ouais, on recoupe un petit peu la problématique de la sudation. On Ouais. parlait avec ton sac. Je pense qu'il y a clairement deux coupables. Et le sac et le coton, quel matériau qui boit notre sueur et qui se trempe et qui sèche lentement. Et en plus, quand il est mouillé, il ne tient plus chaud. Donc le coton, effectivement, c'est un matériau Ouais. pas super. C'est peut-être pas la meilleure solution, surtout que par-dessus, j'ai généralement un sweat qui est généralement en coton aussi, ou alors je prends une polaire. Je préfère les sweats parce qu'il y a une capuche. Et donc quand il fait froid, c'est sympa. S'il y a du vent, qu'il pleut ou quoi, j'aime bien. Et après, j'ai une veste qui est anti-pluie avec plein de poches. Donc les objets de première nécessité, genre téléphone, la pochette étanche pour le téléphone. Et ce genre de trucs, je peux les avoir directement dans la poche. Donc je trouve ça assez agréable. Très Et pratique. pareil, avec une bonne capuche qui bouge pas, j'ai totale confiance en cette veste. Après, dans le sac, j'ai un sac de couchage. C'est un Décathlon basique. Confort 5 degrés. Pour moi, 5 degrés, c'est plutôt limite. Je sais que 5 degrés, je suis pas confortable, et c'est parce que ça, c'est très personnel. C'est très très personnel, effectivement. Si tu es frileuse, n'hésite pas même à prendre 5 degrés de moins que les températures réelles que tu vas affronter pour être bien en confort. Bah, là, ce qui m'a freiné de prendre moins, c'est le coût. Oui. C'est pour ça que il est aussi gros et aussi lourd finalement. Il fait 1200 grammes. Hein. Ouais, c'est ça. Donc 1,2 kg, c'est vrai que c'est assez lourd. Même là, il est vraiment compacté au minimum. C'est quand même assez imposant. Bien sûr. Mais pour un premier investissement dans un sac de couchage, j'ai pas pu faire plus. Et je me suis dit que voilà, pour l'instant, ça suffirait. Il est forme sarcophage, donc niveau confort thermique, c'est pas mal. Il est grand, donc je suis bien dedans. Il est même trop grand. J'aurais aimé en avoir un plus petit. Mes pieds touchent pas du tout au fond. Ouais, t'as un 185 en L. Ça se trouve, un M te suffirait par rapport à ta taille. Ouais, mais j'en avais pas trouvé. Ouais. Donc un M me suffirait largement. Je fais 1m50, donc 1m85. Je suis très très large. Je pourrais dormir avec mon sac, je pense. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il a un zip de chaque côté. Ah oui. Et du coup, je l'ouvre façon livre en fait. Et du coup, dans le hamac, ça me permet de me glisser dedans facilement, pas avoir à me faufiler. C'est vrai que mon ancien, il avait un seul zip. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi ils mettent deux zips? Et en fait, c'est vachement bien. Oui. Alors, si je puis me permettre, effectivement, pour commencer, c'est très bien. Il y a deux types de matériaux classiquement qu'on utilise pour les duvets. Le synthétique et le naturel avec du duvet de canard et de la plumette à l'intérieur. En fait, le duvet naturel, il va avoir une capacité thermique largement supérieure, ce qui fait que pour le même poids, tu gagnes 5 degrés. J'ai exactement un L 185 cm qui pèse 1100 grammes, 1150 grammes, donc à 50 grammes près la même chose, qui est en duvet de canard. Et du coup, en termes de température, je suis à 0-5, là où tu es à 5-0. Ouais. Par contre, ça coûte 2,5 fois plus cher. C'est ça. C'est le coût de l'investissement. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que pour l'instant, je suis là-dessus. J'exclus pas du tout que ça évolue dans les années à venir, suivant les besoins, les moyens que j'aurai, etc. Ouais. Ensuite, pour aller avec le hamac, forcément des cordes. Ah. Qui sont des cordes que j'avais pris un peu dans l'urgence pour faire un premier bivouac le soir même, et là où je me suis aperçue que paracorde était trop courte. Donc il faudra que je me rachète de la paracorde, ça sera un gain de poids et un gain d'espace fabuleux. On est d'accord que c'est un peu ridicule de prendre ça. Ouais. Par contre, je me sens en sécurité, là, il n'y a pas de problème. On peut être à 4 sur le hamac, on sait que les cordes lâcheront pas. Mais c'est clair que c'est beaucoup trop gros. Ouais. Pour l'instant, c'est ça que j'ai. Ensuite, ce qui est très personnel là encore, ça va être mes genouillères, donc qui vont me permettre de recentrer ma rotule. Alors soit quand je pars, je les ai directement sur moi, soit elles sont dans le sac, mais quoi qu'il en soit, je ne pars pas faire une rando sans, que ce soit sur moi ou dans le sac, je ne veux pas partir sans. Je sais que j'en aurai besoin tôt ou tard. Donc elles sont toujours avec moi, même si elles sont quand même assez volumineuses, et ça fait aussi un petit peu son poids. Mais ça, la santé, on ne peut pas faire d'impact. Bien sûr. C'est la priorité numéro 1. On est là pour prendre notre pied, les amis, pas pour se blesser. Donc prenez soin de vous. Si vous avez besoin de petites prothèses comme ça pour vous protéger, il ne faut surtout pas hésiter, évidemment. C'est ça. Donc pas l'impasse là-dessus. Ça, par contre, je pourrais faire l'impasse dessus. C'est un sac de couchage supplémentaire, c'est façon couverture de survie. C'est un peu une matière similaire. Par contre, là où les couvertures de survie ont tendance à se déchirer, ça va plutôt s'étirer. Il y a un petit côté élastique. Alors c'est pas non plus, on peut pas gigoter dedans énormément.
mais c'est quand même un peu plus solide. Ça me permet, quand j'ai vraiment froid, de le mettre par-dessus mon sac de couchage, donc de l'enfiler, comme si j'avais 2 sacs de couchage en fait, et d'avoir un petit supplément niveau confort thermique. Par contre, le gros inconvénient, et j'en ai fait les frais la première fois que je l'ai utilisé, et bah, c'est que l'humidité, elle s'évacue pas C'est ça. du tout. Ouais. Du coup, tu transpires, Ouais. il y a l'humidité de la nuit, tu respires dedans si jamais tu le montes. Donc ça, par contre, c'est une vraie plaie. Donc, faut savoir quand est-ce qu'on le met pour être bien niveau froid, mais quand est-ce qu'on le met pas C'est ça. au niveau de l'humidité. Il faut bien doser subtilement, sinon, C'est ça. bien que tu gagnes 2 degrés de confort thermique, finalement tu te trempes avec ta propre humidité et là c'est pas ça. bon. Et tu te réveilles 2 heures plus tard et impossible parce que T'es trempé. c'est ça. Ouais. Donc ça, pareil, ça virera certainement dans les mois à venir. Pour l'instant, je le garde par sécurité, on va dire. Ensuite, et ben, le hamac, forcément, qui mériterait, je trouve, d'être stocké dans une petite pochette de compression. Ils auraient dû mettre peut-être une sangle pour le compresser. C'est le hamac Decathlon, le basique de chez Basique. C'est du 1 place. Alors il n'est pas très épais, donc faut pas l'accrocher ou quoi, mais ça c'est pas un souci. Juste ce que j'ai regretté, bah, du coup, c'est que les cordes qui sont fournies, elles sont épaisses, il n'y a pas de problème, c'est des super cordes, machin, sauf qu'elles doivent être longues comme ça, quoi. Donc tu peux pas faire le tour de l'arbre, c'est vraiment... Ah oui. Ils les mettent, mais c'est absolument figuratif, il faut pas l'acheter en se disant je vais bivouaquer direct avec ça, et ils d'où vendent les pas cordes de que tu as cordes à côté. rachetées en plus pour pouvoir le monter correctement. C'est ça, et d'où le fait qu'elles soient trop épaisses, c'est pas des cordes exprès, quoi. Donc hamac. On dort bien dans un hamac, Chloé? Ouais. Ah, c'est pour ça que je suis en hamac. Hein. T'es bercé, t'es protégé de tout ce qui est sur le sol, qui est rampe, qui gigote, tu sais pas trop ce que c'est. Donc il y a un côté rassurant. Je sais que pour l'instant je suis dans un hamac par pur côté psychologique. Niveau poids, on est d'accord que c'est tout pourri, il vaudrait mieux juste le tarp. Je pourrais enlever le hamac, je pourrais enlever les cordes, garder le tarp, le matelas, prendre un matelas en mousse comme le tien. Et prendre un sac de couchage plus léger, etc. Je gagnerais certainement beaucoup de poids. Mais pour l'instant, c'est le début. Je préfère... Il y a encore une petite zone de confort. Faut casser la coquille doucement. C'est normal, c'est très bien. J'ai aussi une serviette microfibre qui est pas très grande. Hein. Je peux pas m'enrouler dedans. J'aime bien les serviettes microfibres parce que ça prend pas beaucoup de place par rapport aux serviettes classiques. Et oui. Et ça absorbe très bien. En plus, je l'ai pris noire, elle sèche vite. Excellent choix. Donc celle-là, je l'aime bien. Si je me lavais, etc. Pareil pour sécher la vaisselle, c'est la serviette un peu à tout faire. Je la mets pas avec les vêtements, même si je serais sûre qu'elle reste au sec, tout simplement parce que si j'ai les mains mouillées, que je veux me les essuyer, je sais exactement que je peux attraper la serviette rapidement sans saloper tout ce qui est dans mon sac. Par exemple, mettons je tombe, j'ai un peu de boue sur les mains ou je sais pas quoi. Bon bah je salope quoi, l'ouverture et puis la serviette. Mais sinon là je serais obligée de tout fouiller, etc. Contre le sac de couchage. Et oui. Donc pour l'instant je fais comme ça. Pareil, c'est pas exclu que ça change dans le futur. Je pense que on est bon. Tout y est. Superbe. On a fait le tour. Superbe. On a vu ce qu'il y avait dans le sac, sur la randonneuse. C'est très bien. Merci Chloé d'avoir accepté de jouer ce jeu, de vider son sac en début en randonnée. C'est magnifique. Et là, le coup d'œil que je peux vous apporter, les amis, c'est que c'est très intéressant de voir les deux dimensions qu'il y a dans ce qui vient de se passer. La dimension matérielle et la dimension psychologique qui se cache derrière. Et c'est très amusant parce que beaucoup de nos amis qui m'envoient des questions sur les réseaux sociaux, sur le blog, par mail, beaucoup de vos questions, la majorité, ce sont des questions qui portent sur le matériel. Et en fait, au début, quand on débute, on se dit de quoi ai-je besoin comme matériel pour être en sécurité, pour être bien, pour être tranquille, etc. Et au fur et à mesure de la pratique de la randonnée, l'aspect psychologique qui se cache derrière se révèle. Et avec la pratique, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de tant de choses. Le sac s'allège beaucoup, l'anxiété s'allège beaucoup, et la randonnée devient de plus en plus juste du plaisir. C'est ça, bah là je suis en entre-deux, j'ai conscience que j'ai trop et que c'est psychologique et que j'en ai pas besoin, mais j'arrive pas encore à m'en séparer. C'est très bien, tu es sur ton chemin. C'est ça. Tu es sur ton chemin et c'est parfait. Avancer doucement et puis petit à petit ça s'allégera, je prendrai aussi plus de plaisir et puis je risquerai aussi moins de me blesser par rapport au poids, etc. Par rapport au poids, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce que chaque gramme qui sort de ton sac, c'est un gramme en moins sur tes genoux et on rentre dans un cercle vertueux vers la légèreté qui est vraiment très agréable. Ouais, c'est sûr.
Alors on a joué au jeu de la randonneuse qui vide son sac. Chloé, c'est notre spécialiste de d'EDC, d'Everyday Caring. On va inverser les rôles et on va parler un tout petit peu de mon EDC à moi. Et Chloé nous apportera eh bien, sa valeur ajoutée sur le sujet. Alors EDC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, hein, c'est Everyday Caring. C'est ce qu'on a en gros dans les poches, les outils qu'on utilise tout de suite, rapidement, à portée de main. Alors, dans mon EDC, il y a évidemment mon couteau, mon téléphone, mon filtre et ma poche à eau que j'ai toujours sur moi, la lampe frontale évidemment quand on commence à faire de la randonnée un petit peu de nuit, et on en parle en détail dans une autre vidéo qu'on va retrouver sur La chaîne 50 nuances de DC. la chaîne 50 nuances de DC. Et pour introduire le sujet, on va parler un petit peu de plutôt de mes couteaux, qui est l'objet principal, on va dire, dans mon EDC. Et donc moi aujourd'hui, tout le temps en fait, je randonne toujours avec mon Buck, qui est un couteau qu'on pourrait penser un petit peu gros, je vous l'accorde, mais justement ça a son importance, bien qu'il soit un petit peu lourd. Déjà mon Buck, il est très pratique et il n'est absolument pas aiguisé. Pourquoi? Parce que je m'en sers et comme couteau et comme fourchette et cuillère. Je mange mon couscous, mes pâtes, mon riz en mettant mon couteau dans la bouche. Et donc pour absolument éviter les risques de coupure à la lèvre, qui sont un grave problème qui cicatrise très mal, du coup il n'est pas aiguisé. Il est orange fluo aussi, c'est très bien parce que du coup il va être très visible. Et ce qui fait que je ne le perds pas dans la nature, je ne le perds pas au bivouac. S'il traîne, même s'il n'est pas censé traîner, je ne me blesse pas dessus, etc. Son autre côté, son autre avantage aussi, et pour moi c'est un avantage, en plus du fait qu'il ait une prise en main, le Buck vraiment sympa, c'est le côté gros, le côté rassurant. Pour ceux qui me suivent depuis 3 ans maintenant sur les réseaux sociaux, quand je suis tombé nez à nez avec une meute de chiens errants au Portugal, ou avec un ours dans les Pyrénées, ou des bandes d'humains pas toujours recommandables, bien que je ne suis jamais rentré en situation de l'utiliser, en situation de combat, psychologiquement, j'ai mon gros couteau sur moi, ça me fait du bien, ça me rassure, et les situations un peu tendues, je les gère beaucoup mieux avec ça. Et puis enfin, c'est une valeur sentimentale, parce que ce couteau, c'est un cadeau qui m'a été fait, donc j'y tiens vraiment beaucoup. Et quand je pars en trek, je prends toujours mon Buck. Quand je pars à la randonnée, à la journée ou sur 2 jours, je prends également mon Opinel. L'Opinel, une grande valeur sentimentale, ça commence par là en fait pour moi, parce que c'est mon premier couteau, le couteau que mon père m'a offert quand j'ai eu 7 ans. Et donc il est très important. Et par contre l'Opinel, lui je l'aiguise pour de vrai. On a une superbe lame, donc je peux couper mon saucisson, mon fromage, tout ce qu'il faut sans aucune difficulté. C'est petit, c'est léger, ça tient bien en main, ça sécurise avec le gyrobloc. Donc j'apprécie beaucoup ce petit couteau français très connu, hein, l'Opinel. Qu'est-ce que tu en penses toi Chloé? L'Opinel, on est d'accord que c'est une valeur sûre, Ouais. particulièrement le numéro 7. Généralement, on privilégie les numéros 8 en port quotidien pour la prise en main. Vu la taille de mes mains, personnellement, je suis sur un numéro 6, Ouais. donc tout petit. Toi, tu es sur un numéro 7 qui est aussi hyper confortable. Tu as une prise en main avec l'Opinel, tu peux pas te tromper, quoi. Généralement, ça va aux mains de tout le monde. Entre le 6, le 8, le 9 pour les vraiment plus grosses mains, ça va vraiment à tout le monde. En plus, l'Opinel, tu as une capacité de coupe et de pénétration qui est fabuleuse parce que tu as une émouture. L'émouture, en fait, c'est l'angle qui va être donné à ta lame. Quand tu pars d'une pièce d'acier, bon, tu vois, elle est carrée, il se passe rien. Tu appuies un carré contre une table, il se passe rien. Par contre, quand tu vas venir donner un angle, il va y avoir une pénétration qui se passe. Plus ton émouture est fine, mieux va être ta pénétration, elle va être plus fluide. Par exemple, une hache, pour fendre du bois, elle va être plus large. Là, je caricature évidemment avec ces angles-là. Oui. Mais elle va fendre, mais elle va pas rentrer dans le bois. Tu vas pas trancher du bois. Tu le fends. Avec un Opinel, tu es déjà de plus en plus fin. Et là, tu coupes ton saucisson, tu sens que ça rentre. Exactement, ça rentre tout seul. Comme dans du beurre. Et c'est ça. Et c'est la magie de l'Opinel et des couteaux apparentés, genre le douk-douk aussi qui est génial pour ça. Par contre, le problème entre guillemets avec l'Opinel, c'est la résistance à l'eau. Là en plus, tu es sur une lame carbone. Ah oui. Le carbone, c'est génial parce que ça tient très bien, ça tient bien la coupe et ça s'affûte extrêmement facilement. Tu peux l'affûter avec à peu près n'importe quoi, une pierre très fine et tout, ça va très bien. Par contre, le problème du carbone, il faut être sûr de pouvoir l'essuyer. Si tu l'essuies pas après manger, 3 jours après, c'est plus le moment de le faire parce que là, ta lame, elle n'est pas foutue parce que, allez, en 3 jours, ça se rattrape. Mais c'est vrai qu'elle commence à souffrir un peu. Le manche en bois, c'est pareil, on va pas s'amuser à le laisser traîner dans l'eau, à cuisiner avec les mains complètement mouillées et tout, parce que ton manche, il va être tout éclaté.
sachant que le bois, bah, c'est une matière vivante, ça travaille toujours un peu avec l'humidité. Donc t'es pas à l'abri d'un jour, ton manche il est un peu mouillé, t'essaies d'ouvrir ton opinel, merde il s'ouvre plus parce que ton bois, au niveau de la virole, il est un peu gonflé, et du coup il va venir appuyer sur ta lame, et du coup t'arrives plus à la libérer. Typiquement. Mais l'opinel, malgré ses petits défauts qu'il a, c'est vraiment une valeur archi sûre, et puis ça coûte rien quoi. Pour le buck après, donc le buck c'est cool parce que tu es sur un système de blocage qu'on appelle système à pompe. Donc là tu as ta lame comme ça et tu vas avoir un petit verrou, un petit loquet qui va venir comme ça bloquer la lame en position ouverte. C'est un des systèmes de blocage les plus fiables sur un couteau. Je pense pas qu'il t'ait déjà lâché sur une coupe Jamais. un peu en force en quoi. Alors qu'un liner lock, tu sais, où tu as une petite lamelle qui va venir oui. comme ça sur la lame et que tu dois désengager. Des fois tu forces et bam, ta lame elle se ferme. Ouais. Pas hyper sécurisé. Non. Pour toi qui dois vraiment compter sur ton couteau en toutes circonstances, au moins tu es sûr que ça bouge pas. En plus de devoir absolument éviter les coupures, parce qu'en zone naturelle, pendant des mois, les infections, la cicatrisation, c'est pas extraordinaire. Oui, c'est clair. Donc là, tu es vraiment sur un truc qui est sécurisé. Ce qui est pas mal aussi avec les Buck, Buck c'est une marque qui a été créée je crois en 1902, donc on a une réputation qui est plus à faire. Chez les Américains, c'est un petit peu comme Opinel ou Duk Duk chez nous, voilà, c'est vraiment une valeur archi sûre. Là, tu as une prise en main qui a l'air vraiment d'être géniale. Carrément. Ce que je te reproche un peu, mais ça après c'est personnel, c'est ton clip. Tu vois, il est pas ambidextre. Effectivement. Donc tu peux pas le changer de côté. Moi qui suis gauchère, c'est un truc qui est important. Toi, tu t'en fous, j'imagine, que ça te va très bien comme ça. Ton clip aussi, il est pas profond. On appelle les clips profonds quand tu le mets dans la poche, tu vois plus le couteau, tu as juste le clip qui dépasse. Là, tu vois, tu as un petit peu qui dépasse. Ouais. Pour toi, c'est pratique parce que du coup, tu peux l'attraper facilement et il y a une petite partie qui dépasse. Pour quelqu'un qui est en ville, quelque chose comme ça, avoir toujours le couteau qui dépasse, c'est moins discret. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. En ville, t'es jamais trop sûr. Ouais. Ce qui pourrait être pas mal aussi sur un couteau comme ça, c'est ce qu'on appelle un thumb stud. C'est en fait un petit picot qui va venir sur la lame et du coup, tu vas pouvoir pousser avec ton pouce pour l'ouvrir facilement et rapidement d'une seule main. Alors que l'ouverture à une main est voire presque dangereuse en fait sur un buck. Ouais. Surtout au niveau de la fermeture, après tu gardes un peu les doigts dessus, c'est une habitude à prendre. Superbe. Nickel. Eh ben, on continue de parler EDC. Dans la prochaine vidéo qu'on a fait tous les deux sur ma chaîne à moi. Donc on sort ton EDC au complet. Donc on voit le bug un petit peu plus rapidement. Après on parle de ta lampe, un petit peu d'eau, un petit peu de nos téléphones, etc. Je vous en dis pas trop. Pareil de mon côté. Donc toi t'es randonneur, moi je vis en ville. C'est vrai que c'est quand même deux univers très différents qui vont être intéressants à comparer. Donc on s'occupe de ça sur ma chaîne dans la prochaine vidéo. J'imagine que tu mettras le lien en dessous. Juste en dessous de la description. Parfait. Un petit mot pour la fin, Chloé? Bah écoute, je te remercie de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Avec plaisir. Je remercie aussi tes abonnés qui m'accueilleront, je l'espère, avec autant de plaisir qu'on a eu à faire ces vidéos. Le DC, c'est un truc qui est hyper personnel. Donc là, on a présenté le tien. On va présenter le mien sur la chaîne. Comme les sacs de randonnée, j'imagine. Donc là, on se rejoint un peu, pareil, suivant les besoins de chacun, les préférences, etc. Comme pour la randonnée en EDC, on surestime parfois nos besoins. Des fois, je vois des gens qui ont des gros kits EDC. Au plus en plus, on essaye maintenant de tendre à la légèreté, à pas trop s'encombrer les poches, etc. Donc tout ça, on en parle sur ma chaîne. Je vous présente aussi du matériel, pas mal de couteaux, de lampes, etc. Des systèmes d'emport, des multitools, ce genre de choses. Donc tout ça, ça sera à retrouver sur ma chaîne 50 nuances d'EDC, avec encore tout plein de discussions sur les EDC, sur ce qu'on emporte sur soi, etc. Super. Pour retrouver Chloé et s'abonner sur sa chaîne, ça se passe à nouveau juste en dessous. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci Chloé. Avec plaisir, merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut.